on est tous freelance et qu'on a beau être les meilleurs traducteurs de la Terre, si on sait pas se vendre, on sert à rien. C'est comme un restaurant qui fait les meilleurs plats de la Terre, mais si il est dans une petite rue cachée et qui sait pas faire sa pub. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais aussi aimé qu'on m'apprenne à l'école. Je l'ai pas fait pendant longtemps, j'ai longtemps attendu que les clients viennent à moi et j'ai eu de la chance parce que, honnêtement, en 7 ans, j'ai jamais fait de prospection et j'avais toujours du travail. Mais ça a changé. Et donc, c'est quelque chose de fondamental. Savoir faire son propre marketing, savoir faire du networking, ne pas avoir peur d'aller vers les gens. Ça, c'est des compétences que j'ai dû développer ces dernières années, mais qui sont, à mon avis, vraiment, vraiment très importantes. Je suis très intéressée par l'IA parce que elle est partout et je pense que c'est quelque chose contre lequel on peut pas lutter. En fait, c'est déjà là. Donc, avec ou sans nous, c'est là. Depuis que c'est sorti, autant apprendre à s'en servir plutôt que d'en avoir peur et de se rétracter parce que de toute façon, si j'abandonne la traduction et que je change de métier, dans tous les autres métiers, il va y avoir une révolution, même si les traducteurs, on a certainement été les premiers touchés. C'est peut-être pas plus mal d'avoir été les premiers touchés. Parce que, au moins on sait, maintenant, parce qu'on, c'est déjà derrière nous. On a été touchés et maintenant il faut qu'on avance. On a déjà plus peur, en fait, d'être remplacé parce je trouve qu'on sait déjà ce qui se passe. Hi everyone, I'm Daniela, and this is the Translation Podcast, a space where we can learn, share, and grow together. Please subscribe and like the show. It will help me grow and keep this content for the community. Let's get started. Bonjour à tous et bienvenue au podcast de traduction. Aujourd'hui, on a un épisode en français pour les francophones qui nous écoutent. Et aujourd'hui, mon invité est Anaïs Thieleux. Bonjour Anaïs. Bonjour Daniela, bonjour à tous, bonjour à toutes. Anaïs Thieleux est diplômée d'un master en traduction de l'ICIT à Paris, promotion 2014. Elle a débuté sa carrière comme chef de projet de traduction avant de devenir traductrice freelance à plein temps il y a maintenant 11 ans. Spécialisée dans les contenus de formation, elle travaille également sur une grande variété de domaines. Très intéressée par l'intelligence artificielle et ses applications dans le métier, elle vient de terminer un master en IA et innovation appliquée à la localisation. En plus de la traduction, elle propose de nombreux services linguistiques en français, comme la transcription, le contrôle qualité, la LSO, la post-édition de traduction automatique ou MTPE, ou encore l'écriture inclusive. Dans les mois à venir, son objectif est d'aider ses clients à tirer parti de l'IA pour gagner en efficacité et en productivité, sans jamais compromettre la qualité de leur contenu. À plus long terme, elle se projette comme consultante linguiste, accompagnant les organisations dans l'élaboration de véritables stratégies linguistiques. Merci Anaïs d'accepter mon invitation et je voulais te demander de commencer par nous parler de ton parcours professionnel et personnel. Ouais. Merci à toi, Daniela, de me recevoir dans ton podcast. Je suis très honorée. C'est la première fois que je fais ça. Alors, mon parcours, il est linguistique depuis très longtemps. Déjà, à l'école primaire, je pense que l'anglais, c'était ma matière préférée. Ma mère m'a emmenée en Angleterre quand j'avais 5 ans avec ses élèves. Elle était institutrice et elle a fait un voyage en Angleterre. Et c'est là que j'ai découvert l'anglais sur le ferry à l'époque. Et en fait, ça a été un coup de foudre complet avec l'anglais et l'Angleterre. Et après ça, dès l'école primaire, l'anglais était ma matière préférée. Ensuite, au collège, l'anglais et l'espagnol. Euh, et j'ai toujours aimé voyager, découvrir d'autres cultures, pouvoir communiquer. Je parle beaucoup. Donc, pouvoir communiquer avec les gens, c'était important. Pouvoir comprendre. Et donc, en fait, tout mon parcours scolaire et universitaire s'est organisé autour des langues. À part un bac scientifique au lycée, qui, bon, finalement, aurait pu être un bac littéraire option anglais, mais bon, c'est la vie. Et après le bac, en fait, j'ai fait une prépa littéraire
Cagnes-Hippocagne, option anglais. Et puis après ça, j'ai fait une licence d'anglais à la fac de Lille et ensuite un master en traduction. Donc vraiment, à part le bac scientifique, toutes mes études ont été axées sur les langues et l'anglais, surtout l'anglais. Super, super. Après, voilà. Ensuite, dans le cadre de mon master de traduction, j'ai dû faire des stages. Donc j'ai fait 3 stages, dont 2 en gestion de projet. Et c'est comme ça finalement que je me suis retrouvée chef de projet dans mon premier travail parce qu'en fait c'était le chef d'agence avec lequel j'avais travaillé en stage qui m'a proposé ce travail de gestion de projet. Et en fait je crois qu'à l'époque, comme je sortais d'école, je ne me sentais pas encore tout à fait légitime dans mon activité de traductrice. J'ai toujours été assez forte en gestion de projet, en management, etc. Et donc, ça me convenait bien d'apprendre d'abord à gérer les projets, à voir comment on travaillait avec les outils. À l'époque, il y en avait beaucoup moins, mais il y avait quand même Trados, ce genre de choses. Et donc, j'ai accepté ce travail en gestion de projet en sortant d'école, juste quand j'ai été diplômée en 2014. Et c'était un travail à 80%. Donc, je me suis mise déjà en freelance à côté. Je travaillais pas le vendredi. Donc, le vendredi, si j'avais des projets en traduction, je travaillais là-dessus, ou je faisais un peu de prospection, voilà. Et, et c'est après un an que finalement, j'ai quitté cette agence et je suis devenue freelance à plein temps. Voilà. Super. C'est un parcours idéal. Surtout, moi, je pense qu'avoir un bac scientifique, j'aurais voulu avoir un bac scientifique parce qu'un bac scientifique, c'est très bien après pour la gestion de ton business, non? Il y a beaucoup de compétences qu'on acquiert quand on fait un bac scientifique. Mais aussi cette formation en gestion de projet, je pense que c'est très important. Ça, on, pendant l'université, on ne nous apprend pas à gérer des projets, non? On Mm, mm. apprend comment traduire lors d'un master ou licence, on apprend un peu les outils, mais on ne nous enseigne pas comment gérer un projet. Voilà, et je pense que c'est idéal d'avoir ce mélange de compétences. Et dis-moi, comment ça s'est passé la première année pour toi comme chef de projet? Est-ce que tu as aimé? Et pourquoi as-tu voulu changer pour être traductrice à plein temps? Et comment a été cet échange? Ouais. Alors, la première année en gestion de projet, en fait, c'était comme la continuité d'un stage que j'avais fait 2 ans avant. Donc, je savais déjà en quoi consistait le métier, sauf que cette fois-ci, j'étais pas stagiaire, donc c'était moi qui étais responsable vraiment de gérer les clients et les projets et les traducteurs. Ça s'est très très bien passé. Pour moi, chaque projet était un challenge. Il fallait que je trouve le meilleur traducteur pour le job. Parfois, quand c'était des sujets qu'on n'avait jamais traités, des clients qu'on connaissait pas, des langues inconnues. Imagine à l'époque, il n'y avait pas ChatGPT, il y avait Google Translate qui était vraiment de très mauvaise qualité. Donc si on me demandait des traductions dans des langues que je ne maîtrisais pas, il fallait vraiment que je trouve quelqu'un à qui faire confiance parce qu'en fait, je pouvais pas vérifier la qualité du travail. Moi, j'avais mes 4 langues, un peu l'italien, mais c'était tout. Et par exemple, si on me demandait quelque chose en néerlandais, donc en fait, c'était un travail très humain où il fallait vraiment trouver la personne à qui faire confiance pour gérer tel projet, telle spécialité, etc. Donc ça, c'était vraiment... j'aime bien parce que j'ai un côté très humain, bien que je sois toujours derrière un ordinateur. Donc c'était vraiment, je pense, le plus important. Il y avait un contrôle qualité aussi pour tous les projets qui étaient vers le français, vers l'anglais, l'espagnol. Et la gestion du temps, la gestion du budget aussi. Proposer aux clients un tarif qui leur convenait, mais qui nous convenait aussi à nous, qui convenait aux traducteurs. Essayer toujours de faire au mieux pour tout le monde. En fait, c'était vraiment... J'étais au centre de toutes les interactions et je devais faire en sorte que ça se passe de la manière la plus fluide possible. Et j'aimais bien faire ça.
Je pourrais le refaire d'ailleurs maintenant quand il y a des projets à gérer, c'est absolument pas un problème. Et finalement, je me suis retrouvée à quitter cette agence et à devenir freelance un peu enfin non pas par hasard, mais à l'époque j'étais dans une relation et mon ex a trouvé un travail à Singapour. Donc on est parti là-bas et j'ai donc dû quitter l'agence parce que c'était un boulot que je pouvais pas faire à distance dans la mesure où il y avait 8 heures de décalage horaire, 7 heures. Et donc je me suis dit, ok, je suis déjà un petit peu freelance. J'ai déjà quelques clients, même si ça représente pas du tout le gros de mon salaire. Et je me suis dit, je me donne 3 mois pour voir si je peux en faire une activité viable ou pas. Et si pas, je chercherai un travail à Singapour dans cette branche-là. Et en fait, en 3 mois, j'ai réussi à en faire un salaire décent. Donc, je suis restée là-dedans et ça fait 11 ans. Waouh, c'est génial, génial. Et en ce moment, où habites-tu? À Madrid, en Espagne. Super. Je voulais juste mettre la scène pour te poser une question. On partage l'amour pour l'espagnol. Et je voulais te demander comment ça se fait que tu vis en Espagne et est-ce que ça a changé ta façon de travailler? Ouais. Alors, après Singapour, donc le Covid a commencé quand j'étais encore à Singapour. Et ensuite, je suis rentrée en France toute seule. Et je voulais pas spécialement habiter en France. Je suis une amoureuse des grandes villes. Je voulais pas retourner à Paris pour des raisons assez évidentes. Le temps, le stress. Donc, je suis venue à Madrid où ma meilleure copine habitait déjà et elle m'a dit viens passer quelques semaines, tu verras si ça te plaît. Et je suis restée. Ça fait 5 ans. Et donc, j'ai continué mon activité. Ça n'a absolument rien changé. D'ailleurs, au début, j'étais toujours freelance déclarée en France. Je payais encore mes impôts en France parce qu'en fait, j'étais pas sûre de rester en Espagne. Et ça n'a rien changé dans la mesure où c'est un boulot que je fais à distance depuis 11 ans et que mes clients, pour la plupart, sont en France ou en Angleterre. J'ai quelques clients en Espagne, mais en fait, ça ne change absolument rien à notre façon de travailler. Peut-être ce qui peut faire peur quand on change, c'est tout ce qui est officiel. Donc, entre-temps, j'ai modifié mon statut qui était de auto-entrepreneur en France. Maintenant, je suis ce qui s'appelle en Espagne autonoma. C'est pareil. En termes d'impôts à payer, c'est à peu près similaire. Donc, ce qui est bien ici en Espagne, c'est que tu peux déduire tes charges de ton chiffre d'affaires, ce qui n'est pas possible en France quand tu es auto-entrepreneur. Et voilà, quelques démarches administratives à faire pour créer ton statut, mais c'est tout en fait. L'Espagne a absolument rien changé à ma façon de travailler. C'est bien, c'est bien. Côté client, ça n'a pas changé, non? Tu peux nous parler un peu de tes clients et de le domaine dans lequel tu traduis. Alors, côté client, j'ai gardé les mêmes clients. J'ai continué à prospecter finalement. J'essaye de prospecter sur ma zone Europe parce que le fuseau horaire est plus intéressant. Je trouve ça difficile de travailler avec des gens qui sont en Californie, par exemple, parce qu'on a toujours 12 heures de décalage dans les emails, etc. Ce que l'Espagne a changé, c'est que j'ai repris confiance en l'espagnol parce que j'ai pas traduit en espagnol pendant très longtemps. Et ensuite, quand je suis arrivée ici en Espagne, j'étais un peu rouillée, donc je le proposais plus à mes clients parce que je me sentais pas je sentais que j'avais pas ce niveau dont j'avais besoin pour traduire. Même si je suis diplômée en espagnol, je l'avais un peu perdu. Et le fait de vivre ici, de le parler au quotidien et d'être immergée, j'ai repris confiance en moi. Et donc, au bout de 2 ans en Espagne, j'ai de nouveau proposé mes services depuis l'espagnol. Je traduis que vers le français. Mais j'ai reproposé mes services depuis l'espagnol et j'ai trouvé quelques clients en Espagne. C'est vrai que les Espagnols payent quand même bien, bien moins que les Anglais. Donc, à la base, je cherchais pas forcément beaucoup de clients en Espagne, mais c'est chouette d'en avoir. C'est chouette de pouvoir collaborer avec des gens qui sont dans la même ville, avec qui éventuellement je peux aller boire un café ou on peut se retrouver assez facilement. Donc ouais, quelques clients en Espagne, mais le gros reste quand même la France et l'Angleterre. Et en ce qui concerne les projets, alors
Je me suis spécialisée ces dernières années, surtout après le Covid, dans les contenus de formation. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est que toutes les formations qui avaient lieu sous forme de conférences ou dans des hôtels ou dans des salles de réunion, en fait, comme les gens ont commencé à travailler beaucoup à distance, les formations sont devenues en ligne. Et donc maintenant, c'est des formations interactives avec des sous-titres ou une voix off qui est traduite vers le français, parce que les Français, on le sait, parlent pas très bien anglais. Donc il faut traduire les formations. Et on m'en a tellement proposé à un moment que je me suis finalement spécialisée là-dedans. Mais ça fait 11 ans que je fais ce travail et 11 ans que j'accepte beaucoup de projets assez variés. Moi, j'aime bien que ce soit varié. C'est un choix que j'ai fait. Je sais qu'on dit souvent en traduction qu'il faut se choisir une niche et rester dedans. Et je l'ai jamais vraiment fait. Un petit peu, mais j'ai toujours aimé toucher un peu à tout. Et je trouve qu'aujourd'hui, je pense qu'on va en parler plus longuement après, mais avec l'IA, je trouve que tu peux vraiment élargir le champ des projets que tu couvres parce que tu peux aller faire de la recherche terminologique bien plus facilement qu'avant. Ça prend beaucoup moins de temps. Et donc, je couvre un certain nombre de projets, que ce soit en traduction et que ce soit projet linguistique. Donc ça peut être beaucoup de contrôle qualité, ça peut être de la réécriture en écriture inclusive, la transcription, pas mal, on m'en demande beaucoup. C'est de la post-édition, de la relecture, LSO. Donc LSO, c'est Linguistic Sign-Off. C'est-à-dire quand on traduit par exemple une présentation PowerPoint, ensuite la traduction est réintégrée dans le PowerPoint, mais il faut vérifier que tout a bien été réorganisé, que tout est nickel. Et voilà, donc ça, je fais aussi. Donc finalement, c'est pas moi qui ai choisi de proposer différents services, mais ça s'est fait au fil du temps, où on m'a demandé si je pouvais faire ça, est-ce que je peux faire ça, etc. Et je me suis toujours adaptée. J'ai toujours dit oui. Et donc ça fait que maintenant, 11 ans plus tard, j'ai tout un panel de services à proposer. C'est idéal de proposer aux clients plusieurs services. On en parlait de ça sur un autre épisode avec Joe Lepine qui disait que offrir un paquet de services, c'est beaucoup plus lucratif à long terme. Et c'est un très bon conseil pour les traducteurs. Et d'ailleurs, je voulais te demander, selon toi, quelles compétences penses-tu que sont devenues indispensables pour un traducteur aujourd'hui, au-delà de langue, bien sûr? C'est exactement ce à quoi j'étais en train de penser, parce qu'en fait, aujourd'hui, je pense que on peut plus être juste traducteur et attendre que les projets arrivent à nous et les traduire et les renvoyer. Je pense que c'était déjà un petit peu le cas quand j'ai commencé, il y a 11-12 ans, mais c'est de plus en plus vrai. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand j'ai commencé, il y avait encore des boulots de traducteurs salariés en entreprise où on te donnait du contenu à traduire, tu le traduisais et ça s'arrêtait là. Mais ça commençait déjà à disparaître un peu et il y avait de plus en plus de traducteurs freelance parce que les entreprises n'avaient pas toujours des besoins constants, pas toujours besoin d'un traducteur spécialisé dans un domaine ou un autre. Donc finalement, le fait d'avoir des traducteurs freelance, ça permet de trouver vraiment la personne qui correspond à ton projet ou à ton domaine. Et de là, en fait, je pense que les premières compétences qu'il faut avoir, c'est des compétences techniques. Il faut s'adapter à tous les logiciels. Chaque client a un système de TMS différent. TMS, c'est Translation Management System. Ça, tous les clients vont en sortir un nouveau. Et si tu veux pas travailler avec ce TMS, t'es foutu, en fait. Donc, tu peux imposer tes outils, mais généralement, c'est à toi de t'adapter. C'est des outils qui sont intuitifs. Une fois que tu as compris comment ça marchait, c'est pas très compliqué. Mais il faut avoir cette volonté euh, d'accepter de se pencher sur la tech. Et ça, c'est quelque chose que quand j'étais en études, j'avais pas du tout mesuré. Jamais de la vie, j'aurais pensé que je finirais à m'intéresser à la tech. Et en fait, t'as pas le choix. Quand t'es traducteur, et aujourd'hui de plus en plus, tu vois, là, t'es en train d'enregistrer un podcast avec un logiciel spécifique. Euh, Ce matin, j'ai fait une traduction sur un TMS. Cet après-midi, ce sera sur un autre. Toute la tech et tous les outils. Et en fait, ce serait dommage de s'en priver parce que tu gagnes un temps fou, tu gagnes en fiabilité.
tu gagnes en cohérence, tu gagnes... En fait, la tech, c'est ton allié, c'est pas du tout un ennemi. Et l'IA, on va en parler après, mais l'IA, c'est une extension, à mon avis, de la tech. Donc, les compétences techniques, pour moi, c'est quelque chose de absolument fondamental dans notre métier. Ensuite, je pense des compétences commerciales, parce qu'on est tous freelance et qu'on a beau être les meilleurs traducteurs de la Terre, si on sait pas se vendre, on sert à rien, tu vois. C'est comme un restaurant qui fait les meilleurs plats de la Terre, mais si il est dans une petite rue cachée et qui sait pas faire sa pub, voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais aussi aimé qu'on m'apprenne à l'école, parce que je l'ai pas fait pendant longtemps. J'ai longtemps attendu que les clients viennent à moi et j'ai eu de la chance parce que honnêtement, pendant 7 ans, j'ai jamais fait de prospection et j'avais toujours du travail. Mais ça a changé. Et donc, c'est quelque chose de fondamental, savoir faire son propre marketing, savoir faire du networking, ne pas avoir peur d'aller vers les gens. Ça, c'est des compétences que j'ai dû développer ces dernières années, mais qui sont, à mon avis, vraiment, vraiment très importante. Et je pense une dernière compétence qui là est en train de prendre de l'ampleur, c'est l'IA. Et j'ai fait un master, tu l'as dit tout à l'heure, récemment sur ce sujet. Et je pense que là, si on arrive à combiner la tech, la linguistique, le commercial et l'IA, là, on peut faire, c'est un cocktail. Mais ce qu'il faut accepter, je pense, c'est de ne pas passer 100% de son temps de travail à faire de la traduction. Il faut accepter qu'il y a 20 à 30% qui représentent autre chose. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas du tout en tête quand j'ai commencé à travailler. Pour moi, tout ce qui était du temps passé à ne pas traduire, c'était du temps perdu. Parce que du temps non-billable, on dit en anglais, non? Qui Mhm. n'était pas facturable. Et c'était une erreur. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. Surtout la digitalisation et les compétences en IA. Et tu anticipes très bien mes questions, Anaïs. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire ce master en IA appliqué à la localisation, mais ton intérêt à l'IA? Parle-nous un peu sur ça. Alors, j'ai vu passer ce master sur LinkedIn en septembre, à un moment où j'avais assez peu de travail. Donc, je vois passer ce truc, je clique dessus, je regarde de quoi il s'agit et je suis très intéressée par l'IA parce que elle est partout et je pense que c'est quelque chose contre lequel on peut pas lutter. En fait, c'est déjà là. Donc, avec ou sans nous, c'est là. Il y a pas de retour en arrière, je pense. Donc, en fait, je me suis toujours dit, depuis que c'est sorti, autant apprendre à s'en servir plutôt que d'en avoir peur et de se rétracter parce que de toute façon, même si j'abandonne la traduction et que je change de métier, dans tous les autres métiers, il va y avoir une révolution, même si les traducteurs, on a certainement été les premiers touchés. C'est peut-être pas plus mal d'avoir été les premiers touchés. Parce que, au moins, on sait, maintenant, c'est déjà derrière nous. On a été touchés et maintenant, il faut qu'on avance. On a déjà plus peur, en fait, d'être remplacé parce je trouve qu'on sait déjà ce qui se passe. Donc, quand j'ai vu cette formation, c'était une formation de 120 heures avec beaucoup de formateurs différents, des profs de fac, des chercheurs, des gens qui avaient leur propre boîte, des gens de la tech. Il y avait un peu de tout. Et en fait, je me suis dit, OK, faisons une formation complète où je vais apprendre à me servir des différents logiciels, où je vais comprendre comment ils fonctionnent. Très important, parce que jusqu'ici, je les utilisais sans comprendre vraiment ce qu'il y avait derrière. Et ça a été vraiment révélateur quand tu vois tout ce que tu peux faire, le temps que tu peux gagner, l'efficacité, la fiabilité. Et ensuite, finalement, je me suis dit pouvoir proposer à mes clients, je pense que c'est un peu un sujet dont personne n'ose parler. Les clients n'osent pas nous demander est-ce que vous utilisez l'IA? Je pense que beaucoup de traducteurs n'osent pas dire que oui, ils utilisent l'IA. Alors qu'en fait, ce qu'il faut qu'on dise aux clients, c'est oui, on s'en sert, je peux vous expliquer comment je m'en sers, et on peut même voir ensemble comment s'en servir pour vous faire gagner du temps, de l'argent et de l'efficacité. Et c'est vraiment, en fait, pour moi, c'était ajouter des compétences à tous les services que je peux proposer à mes clients, quoi.
C'était vraiment une extension de mes compétences. Parce que je pense que beaucoup de clients ont un peu peur de l'IA, surtout en France. On tarde à adopter parfois les nouvelles technologies, même si on finit toujours par le faire, mais on a quand même toujours un mouvement de recul, on observe, on voit ce qui se passe et ensuite on adopte. Peut-être pas comme les Américains qui vont se lancer tout de suite dans les choses nouvelles, quoi. On a un petit peu ce côté méfiant qui est peut-être pas plus mal parce que ça nous permet de pas faire trop d'erreurs. Euh, mais je pense qu'en montrant aux clients que les traducteurs sont compétents dans le domaine, qui maîtrisent le domaine, même en termes d'éthique, tu vois, tout ça, euh, je pense qu'on apporte aux clients une fiabilité, une crédibilité. Tout à fait. Tu peux nous parler un peu de ce master? Quel est le nom de ce master si les gens sont Oui. intéressés à le suivre? Alors, c'est un master qui s'appelle Translate Stars, qui est la boîte est basée à Séville en Espagne, mais tous les contenus sont en anglais. C'est un master qui est en ligne. Donc c'est assez intense, ça prend entre 10 heures et 15 heures de cours par semaine pendant 3 mois. Et tous les cours sont entre 16 heures et 20 heures, donc fin de journée. Donc ça c'est pas mal pour s'organiser dès le départ. Euh, T'as des replays, donc tu peux regarder en replay si jamais tu peux pas assister aux sessions. Mais c'est quand même bien d'assister en présentiel parce que tu peux poser tes questions. Il y a parfois des sessions qui sont interactives avec des exercices en direct où le prof te demande de télécharger le logiciel ou l'outil et puis tu peux faire tes tests en ligne en même temps. Parfois, il y a des travaux de groupe. C'est vraiment très interactif, très intéressant parce que les intervenants sont variés. Et ça, tu as une certification à la fin. Et ce qui est vraiment génial, c'est aussi tout le réseautage. C'est-à-dire que tu peux réseauter avec les élèves, avec les profs. Moi, j'ai discuté avec tous les profs sur LinkedIn. Tu vois, tu as toute cette communauté de traducteurs qui sont intéressés par l'IA qui se crée. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Super. Et quel type d'outils vous avez abordé? Une tonne d'outils. Mhm. Franchement, Ou quelle plein. catégorie d'outils pour quel type de Alors, tâches, disons? on a eu tout ce qui est traduction automatique, DeepL et autres, tu vois. Mais il y a eu une semaine entière sur DeepL, tu vois, pour te dire l'ampleur de ce logiciel-là. Euh, des logiciels d'extraction terminologique, des logiciels de génération d'images. Ça, c'était pour la localisation des images. Par exemple, si tu traduis des campagnes de pub, c'est une chose de traduire le slogan, mais parfois il faut adapter les images à la culture cible parce que l'image ne va pas nécessairement parler à un public en Inde ou en France ou tu vois si par exemple une image qui se passe à Thanksgiving en Amérique ça parle à personne d'autre qu'à des Américains donc il y avait tous ces logiciels comme ça il y a des logiciels de créateurs d'agents des logiciels de gestion des logiciels de création de logiciels de tout et en fait il faut faire le tri parce que tout a l'air génial. C'est pas des logiciels qui sont très chers, tu vois, c'est 15-20 € par mois, mais je trouve qu'il faut vraiment que tu fasses le tri et que tu t'en tiennes à 3-4. Parce que sinon, tu t'y perds. Donc, c'est intéressant parce que tu as une semaine d'essai. Pendant que tu fais la formation, tu peux tester ce logiciel, etc., voir comment il fonctionne, voir si tu en as l'utilité, les comparer et ensuite, à la fin, tu fais ton choix et tu apprends à utiliser vraiment en profondeur ceux que tu as choisis. D'accord, d'accord. Et quels sont les outils qui t'ont réellement fait gagner du temps à toi et à tes clients? Parce qu'on parlait des clients, hein, ce qu'on leur propose en termes d'IA, mais aussi pour gérer tes propres commandes de traduction. Alors, pour moi, depuis qu'il est sorti, je m'en sers, c'est ChatGPT. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont peut-être plus performants ou qui performent différemment. Mais en fait, j'ai appris vraiment à le... Je me suis formée, hein. Je me suis formée, mais j'ai vraiment appris à l'utiliser et maintenant j'ai mes onglets pour chaque type de client, chaque type de question, etc.
Donc, je balance pas les contenus comme ça, mais ça m'aide énormément pour la recherche terminologique, pour toutes sortes de choses, plein de questions où avant, par exemple, une traduction technique, si avant j'allais voir sur 5 sites différents que signifie ce terme, comment ça fonctionne, etc. Maintenant, voilà, tu as une synthèse de tout le web qui se fait en moins de 10 secondes. Donc ça fait gagner, à moi, ça me fait gagner un temps fou. Parfois, quand on échange sur la terminologie avec les clients, voilà, je peux dire, voici ce que j'ai trouvé, qu'est-ce que t'en penses, etc. Mais ça fait gagner du temps en fait. En traduction, ChatGPT est pas très bon, enfin je trouve pas. Mais en tout cas pour tout ce qui est gestion terminologique, je le trouve très fort. Euh, et en traduction, moi, celui que j'adore, et ça fait un moment déjà que je l'utilise, c'est DeepL. J'ai beaucoup de clients qui commencent à passer à DeepL pour la post-édition. Parce qu'avant, en post-édition, souvent, c'était Microsoft Translation. Je trouvais que c'était pas terrible. Donc, moi, en tant que post-éditrice, repasser derrière ça, je trouvais que c'était pas génial. Et maintenant, j'ai beaucoup de clients qui utilisent DeepL. Et donc, qui m'envoient les contenus traduits par DeepL à post-édité. Et je trouve que c'est de bien, bien meilleure qualité. Et DeepL, tu peux le personnaliser, tu peux lui mettre tes propres glossaires. Il est très intuitif parce qu'en cliquant sur les termes, tu as toute une liste d'autres termes, de synonymes, etc. qui apparaissent. Tu peux remodeler tes phrases et tu gagnes du temps. En fait, je pense que la traduction qu'il te propose n'est pas de la même qualité que celle d'un humain, mais en repassant derrière, toi, tu gagnes du temps. Simplement, tu sais quoi? Du temps à taper. Simplement. Et à trouver d'autres idées et à reformuler, etc., etc. Donc, c'est une gymnastique différente et moi, je trouve que le temps que tu gagnes avec ce genre d'outils, pas forcément du temps que tu vas aller passer à faire du yoga, mais c'est du temps que tu peux passer à faire une meilleure traduction Ou à prospecter les clients. ou à prospecter des clients. Voilà. Donc ça c'est mes deux outils où je paye mon abonnement depuis je sais pas combien de temps et j'aurais du mal à repasser sans. Tout à fait, tout à fait. Et tu parlais lors de notre dernier rendez-vous de collègues plus conservateurs. Comment tu abordes ou expliques ces résistances au changement? Et je parle surtout de l'IA, mais aussi de la digitalisation. Alors, en fait, moi, ce qui m'a choqué, c'est plutôt la réaction des traducteurs assez jeunes. Parce qu'un traducteur qui est en fin de carrière, à qui il reste quelques années, je comprends qu'ils n'aient pas envie d'investir là-dedans, qu'ils n'aient pas envie de se former, que voilà, c'est tout. Ils peuvent continuer avec les clients, les projets qui leur restent. Il y a encore des clients qui sont conservateurs et qui veulent quelque chose de très, très classique. Mais pour quelqu'un qui a une trentaine d'années, en fait, je me dis, que ce soit dans ton métier de traducteur ou dans tous les autres aspects de ta vie, l'IA va en faire partie, que ça te plaise ou non. Et j'ai du mal à comprendre. Alors, c'est vrai que je pense que ça fait peur, qu'on pense tous qu'on va être remplacé. On est freelance, donc on n'a pas de sécurité, on n'a pas droit au chômage. Tu vois, c'est voilà, donc si tu te dis, c'est vrai que personnellement, j'ai pas d'enfant, etc., mais je pense à quelqu'un qui a peut-être une famille, etc., qui se dit, oulala, si d'un coup j'ai plus de travail en traduction à cause de l'IA, qu'est-ce que je vais faire? Et du coup, je pense que c'est une réaction assez naturelle et organique au changement. Les gens n'aiment pas le changement en général. Parce que ça fait peur. Parce qu'on est freelance, il y a personne, on n'a pas un manager qui nous dit, tiens, tu vas faire cette formation, maintenant on va commencer à travailler comme ça, etc. Tout ton processus de gestion du changement, tu dois le faire toi-même. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça fait un peu peur. Donc, moi, j'ai eu l'impression au début de que les traducteurs, les autres traducteurs me vendaient, me jugeaient un peu comme j'ai vendu mon âme au diable parce que j'utilise l'IA, quoi. Or, je prends pas une traduction, je dis pas à ChatGPT traduis-moi ça et je la renvoie au client et terminé. C'est pas du tout ça. Pour moi, c'est un outil supplémentaire, tout comme il y a 30 ans quand on a commencé à avoir des outils de traduction assistés par ordinateur, les traducteurs pensaient qu'ils allaient disparaître. Non, ils ont juste commencé à traduire beaucoup plus vite parce qu'on a eu des mémoires de traduction, on a eu des glossaires intégrés, etc. Donc, pour moi, il faut le voir comme une évolution et pas comme un ennemi, mais je pense que beaucoup de traducteurs pour qui le travail a changé se victimisent un peu
au lieu d'être proactif dans cette évolution. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Et je pense que les compétences digitales ont beaucoup à voir avec cette résistance, parce que plus on est enclin à utiliser plusieurs outils, plus on est efficace. Et c'est normal, ça dépend bien sûr de l'âge, mais tu as raison. Il y a beaucoup de traducteurs jeunes qui travaillent d'une manière très traditionnelle. Et je dis souvent aux personnes auxquelles je parle, ce n'est pas très bien de se centrer sur un seul domaine ou sur un seul type de service, comme tu l'as dit. C'est très bien d'être flexible et de voir qu'est-ce que recherche le marché, qu'est-ce que recherchent les clients, ce dont ils ont besoin. Et je voulais te demander comment tu as parlé un peu de tes services. Je suis curieuse des services que les clients demandent ces années ou cette année qui a commencé. Et comment tu expliques à un client la différence entre traduire et offrir un service linguistique? Hi there, it's Daniela. I'm just jumping in for a moment to remind you to subscribe and like the Translation Podcast. Your support helps more people discover the show and keeps this content available for our community. Now, let's get back to the episode. C'est pas simple parce que les clients voient la traduction comme vraiment une transaction. Je t'envoie ça, tu me le renvoies, terminé. Ils ne voient que le résultat, ils pensent pas du tout au processus et ils pensent pas du tout à la stratégie linguistique globale. Si c'est des clients qui ont régulièrement besoin de traduction, pour moi, c'est logique de faire tes traductions toujours par la même personne, ou en tout cas au moins par la même agence, t'assurer que tu as un glossaire, une cohérence terminologique, que tout est traduit toujours de la même manière, etc., etc. Parce qu'en fait, ces traductions, elles sont soit destinées à tes employés, et on sait très bien que toutes les entreprises ont leur propre jargon. Tu vois, ça peut être le nom de la fonction des directeurs, etc. Ça peut être des stratégies qui ont un nom particulier dans l'entreprise, ce genre de choses. Si c'est pour tes clients, ben voilà, il faut que ce soit toujours traduit de la même façon, etc. Et en fait, ça, les clients, ça leur passe au-dessus. Parce que c'est pas leur métier et qu'on leur a jamais expliqué et que pendant très longtemps, les clients envoyaient leurs documents sources, ils voulaient juste le document cible et ils se fichaient de savoir ce qui s'était passé entre-temps. Et en fait, maintenant, ce que j'essaye de faire, mais c'est pas facile parce que parfois, les clients ont pas le temps ou pas forcément envie de prendre le temps de se pencher sur la question, mais c'est finalement leur expliquer comment on traduit et que nous, on a besoin de savoir à qui est destinée la traduction. Est-ce qu'il va y avoir d'autres contenus similaires? Parce que si c'est le cas, c'est bien d'utiliser une mémoire de traduction, c'est bien d'avoir un glossaire, c'est bien que j'ai accès à toutes les ressources qui ont déjà été traduites et qu'on les centralise et qu'on les aligne pour pouvoir y avoir accès, etc. En fait, je pense que les clients ne se rendent pas compte de tout ce qu'on met en place pour une traduction. Je crois qu'il y a des clients qui pensent qu'on a deux documents Word ouverts côte à côte et que on traduit comme ça, tu vois, comme il y a 40 ans, quoi. Mais personne, ça m'est arrivé de faire des captures d'écran de mon logiciel Trados et envoyer aux clients pour leur montrer ce que c'était qu'une mémoire de traduction, comment ça fonctionnait, etc. Et le client m'a dit, j'avais aucune idée. Donc, je pense qu'il faut qu'on communique pas mal sur la manière dont on travaille, parce qu'aujourd'hui, avec les logiciels de traduction automatique, je pense que les clients ont aussi tendance à se dire, on va couper les budgets de traduction et nous, on va faire des copier-coller et ça ira très bien. Et je pense il y a 2 ans, il y a eu ce creux comme ça. Et après ça, après 6 mois de creux, on m'a demandé de faire que de la relecture. Et là, je me suis dit, ok, donc c'est que des clients qui ont fait de la traduction automatique par eux-mêmes et qui en fait se sont rendus compte que ça fonctionnait pas. Et moi, je pense que quand ton contenu est destiné à des clients, mais aussi à tes employés, inconsciemment,
ce que tu lis, ça t'impacte ou non. Et je pense que la traduction qui est automatique derrière, sur laquelle aucun humain n'est passé, elle n'a pas forcément d'impact. Et si t'as pas d'impact, tu vends pas. Et je me suis dit qu'il fallait que je cherche des études réalisées là-dessus parce que c'est sûr et certain que si tu lis quelque chose qui est plat et banal, ça va pas t'impacter, tu vas pas retenir l'information, tu vas pas avoir envie d'acheter. Donc, et ça, je pense que les clients l'ont pas encore tout à fait compris. Parce que Oui, si t'es pas linguiste, comment tu peux le comprendre? ça va impacter tes chiffres d'affaires, mais c'est un long processus. Et quand tu vas faire l'analyse des causes, tu vas te rendre compte que c'est les clients qui ont mal perçu ton contenu. Et je vais raconter une histoire très drôle. J'ai essayé de traduire mon propre site web euh, depuis l'anglais vers le roumain, ce qui est très Mhm. difficile, oui, pour un outil de traduction automatique. Et c'était une catastrophe. Et je me disais que si mes clients roumains avaient vu ce contenu en roumain traduit automatiquement, ils auraient pensé que c'est du spam. C'est une Ouais. entreprise en Chine qui fait des traductions pour la langue roumaine. Et oui, c'est un peu difficile, mais je pense que les clients, peu à peu, ils vont comprendre les différences. Surtout Mm. les clients en Europe. Je pense qu'en Europe, on a cette diversité de langues, on a cette diversité de clients. On veut vendre nos produits, pas seulement dans le pays où on les produit, ou que ce soit des produits, des services ou des produits. C'est important oui, voilà, de trouver les clients, et les clients sont très sensibles, surtout en ce moment. Si au début, tu sais, quand il y avait les vidéos sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, on pensait waouh, c'est une vidéo très bien faite. Mais en ce moment, je ne sais pas comment tu penses à ça, mais moi, ça me harcèle. Je pense, ah, c'est une vidéo qui est en IA. Et aussi, en même temps, quand Oui. je vois des traductions automatiques, ça me harcèle. Je pense, c'est pas du contenu véridique. Alors, c'est assez, comment dire, je pense que le cerveau, et on sait ça, le cerveau a la tendance de rejeter cette information qui est soit Mhm. visuelle, soit auditive, soit on lit des textes. Le cerveau sait que c'est du faux Ouais. ou c'est de l'automatique. Et je voulais Moi, te... je pense que Oui, c'est... dis-moi. Ah, pardon. Non, Dis-moi. non. Non, c'est un vrai problème parce que c'est vrai que moi, quand je reçois des newsletters ou que je vois des services qui sont traduits automatiquement et où c'est pas parce que je suis traductrice, je pense que n'importe qui peut se rendre compte que c'est une mauvaise... Enfin, c'est... En fait, moi, je me dis, cette entreprise n'a pas de respect pour ses clients. Donc, je dépenserai pas mon argent pour elle. Et en plus de ça, la traduction, c'est pas très cher. T'imagines, un site web, t'as quelques trucs à traduire, mais c'est pas des millions de mots. C'est même pas 1000 mots un site web. C'est pas un service qui va coûter cher à une entreprise. Donc, rogner sur les coûts de la traduction, c'est quelque chose que je comprends pas trop. Je pense que c'est pas une bonne stratégie et je pense que les clients finiront par s'en rendre compte. Tout à fait, tout à fait. Et dis-moi, est-ce que tu adaptes le prix selon le type de traduction? On a parlé un peu de traduction, de post-édition, on a parlé aussi de l'écriture inclusive. Je suis intéressée à connaître c'est quoi l'écriture inclusive. Je n'ai pas entendu ce terme jusqu'à maintenant. Mais je te pose cette question parce que c'est un des aspects les plus importants pour les traducteurs en ce moment, parce qu'ils ne savent pas comment se positionner côté prix, même s'ils utilisent ou pas des outils de traduction automatique. Et je voulais te demander comment tu gères ça et comment tu proposes différents prix à tes clients. Alors, il y a effectivement différents prix. Pour moi, c'est notamment si c'est technique ou pas technique. S'il y a beaucoup de recherches terminologiques à faire, je mets un prix plus élevé. Alors, soit ça peut être, je demande un tarif à l'heure pour la création d'un glossaire avant le projet, ou alors je l'inclus dans le tarif au mot. Mais c'est vrai que le tarif au mot a de moins en moins de sens aujourd'hui, je pense,
On en parle beaucoup. C'est D'abord, ça varie en fonction des contenus. Ensuite, ça varie en fonction du budget des clients. Alors, après, ça peut être que je dis non, bah, si c'est ça ton budget, moi je peux pas prendre ça, je suis désolée, mais c'est trop peu, ça va pas le faire. Je pense qu'il faut être réaliste. Il y a beaucoup de traducteurs qui disent non, mais il faut revoir les tarifs à la hausse, etc., etc. Bon, 25 centimes le mot, oui, ça peut être dans une niche très précise, voilà, mais je pense qu'il faut pas non plus exagérer dans les tarifs. Après, ça peut être s'il y a un volume vraiment conséquent ou si c'est un projet qui va être récurrent pendant des mois et des mois. Là, oui, bien sûr, on peut, tu vois, on fait 10% de réduction, etc. Si c'est urgent, qu'il faut travailler le week-end, etc., j'applique une majoration. Euh, Si c'est des agences, évidemment, il y a un intermédiaire, donc le tarif sera inférieur par rapport à un client direct. Mais c'est vrai qu'avec les agences, j'ai pas à gérer les clients, j'ai rien à gérer. J'entre dans le TMS, je traduis, j'envoie, terminé. Alors qu'avec un client direct, il va y avoir plus d'allers-retours, il va y avoir plus de gestion à faire, etc. Il y aura eu peut-être de la prospection en amont. Donc ça se répercute aussi sur le prix. Donc c'est vraiment au cas par cas, la gestion du prix. D'accord. Et par rapport à la traduction humaine à 100% et post-édition, ou si tu... laisse-moi te poser la question différemment. Est-ce que tu utilises... et je sais que la réponse va être ça dépend du client et ça dépend du domaine. Est-ce que tu utilises plutôt des outils de traduction automatique comme DeepL pour la plupart de tes projets ou tu utilises surtout des glossaires de traduction avec des outils de type 4 comme Trados? Et est-ce qu'il y a des prix différents pour ces services? Donc oui, effectivement, ça dépend des projets. En fait, si le client a déjà une base, t'as des clients qui ont des glossaires. T'as des clients qui ont ça, tu vois, où t'as la mémoire de traduction de tout ce qui a déjà été traduit, t'as le glossaire, etc. Dans ce cas-là, génial. Moi, j'utilise Trados sans problème. Parfois, si c'est une phrase où je sais pas comment la formuler et tout ça, je la mets dans DeepL et je vois comment. Tu vois, en fait, DeepL me sert surtout à reformuler, pas tant à traduire, mais vraiment à me dire, ah là, je trouve que c'est pas bien traduit, c'est un peu calqué, etc. Voir comment je peux la reformuler différemment. Ce qui m'arrive beaucoup, c'est quand on me demande de la post-édition. Donc, j'ai déjà le texte traduit automatiquement et je trouve que c'est mal traduit, ça va pas. Là, je le mets dans DeepL et pareil, je me dis, ah là, beaucoup mieux. Tac, tac, tac. Et je viens le remettre. La post-édition, moi je pense qu'il y a quelque chose à faire avec les agences parce que je pense qu'on pourrait faire des post-éditions de bien meilleure qualité si on utilisait l'IA pour, avant de procéder à la traduction automatique, dire attention, là on a déjà un glossaire, voilà, on a des règles, on a un guide de style pour ce client qui est comme ça. Par exemple, il faut vous voyez le client ou il faut tutoyer le client. Il faut Si on pouvait avoir un guide de style et un glossaire avant chaque traduction automatique, le résultat serait bien meilleur. Et les traducteurs souffriraient beaucoup moins en faisant de la post-édition. Mais un client éduqué, c'est un client qui a une TM, qui a un glossaire et qui comprend tout ça et qui a un guide de style. Ça, c'est le client idéal. C'est à nous aussi de Ouais, demander ces choses avant de commencer un projet, d'avoir des consignes aussi pour les clients. D'accord. tout à fait. Et on parlait de l'écriture inclusive. Tu veux nous parler un peu de ce type de service? Ouais. Alors en fait, j'ai fait une formation il y a 3 ans à l'écriture inclusive, en français du coup, parce que moi je traduis que vers le français. Et en fait, c'est quelque chose dont on parlait pas mal en Espagne, moins en France. Je crois qu'en France, ça a été un peu décrié. Voilà, c'est encore un énième changement auquel les gens adhéraient pas trop. Euh, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de l'ajouter à ma proposition de service euh, sans l'imposer, sans devenir vraiment catégorique sur ce type d'écriture. Mais je voulais pouvoir le proposer quand même et être capable
de traduire en écriture inclusive si besoin. Donc en fait, l'écriture inclusive, c'est, comme tu le sais en français, le genre par défaut est le genre masculin. Bon, ça commence à devenir un peu problématique aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est de proposer des contenus dans lesquels, quand on s'adresse à des femmes et à des hommes, tout ne soit pas écrit au masculin. Alors, tu as une option qui est le point médian, tu vois, par exemple, euh, je sais pas, comment je vais te dire ça? C'est comme tu as Je dit vais pas... dans ton introduction, chef de projet. Quand je l'ai vu en écrit, Voilà, j'ai dit chef de chef de projet. projet avec double F et E à la fin. J'ai Voilà. adoré. Donc, ça pourrait être écrire chef de projet avec chef.fe, tu vois, et montrer que il y a les deux genres sont inclus là-dedans. Mais ça peut aussi être essayer de trouver des alternatives. Par exemple, si tu dis dans un document corporate, tu dis les collaborateurs, entre parenthèses les collaboratrices, c'est un peu lourd. Tu peux parler de les équipes. Voilà. Et là, t'inclus tout le monde. Et donc, la langue française, ce que les gens ont du mal à comprendre, ils sont très réticents, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la langue française, elle est suffisamment riche pour contourner. Et tu peux l'utiliser, et ça, avec DeepL, c'est génial, parce que du coup, voilà, j'arrive à faire des choses pour faire en sorte que le texte ne soit pas genré. Et ça, en fait, je le fais quand on me le demande. Et récemment, sans que j'en parle aux clients nécessairement, on m'a envoyé des guides de style d'écriture inclusive en me demandant de le respecter. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok, dans les grandes entreprises, tu as de plus en plus, je pense que ça fait partie de leur stratégie de diversité et inclusion, où elles se sentent un peu obligées, et c'est pas plus mal, d'écrire en écriture inclusive. Et en fait, je pense que les gens ne se rendent même pas compte que c'est de l'écriture inclusive. Donc, c'est assez génial parce que tu peux utiliser la langue et la modifier. Il y a beaucoup de gens qui sont réticents et qui disent le masculin l'a toujours emporté pour le féminin, il n'y a aucune raison que ça change. Et moi, je me dis, mais s'il n'y a aucune raison que la langue change, on parlerait encore latin. Donc, la langue, elle évolue tout le temps, en permanence. Donc, pourquoi pas? Et ici, en Espagne, dans les grandes entreprises, ils utilisent beaucoup l'écriture inclusive. En France, on a toujours un peu de retard. Mais je pense qu'on va y venir. Alors, peut-être pas tout le monde, peut-être pas dans tous les secteurs. Mais en tout cas, il y a de la demande. Et donc, je suis assez contente d'avoir fait cette formation parce que je me rends compte que ça n'a pas été inutile. Super, c'est une très bonne idée. Et je pense aussi qu'en Roumanie, on devait le faire parce qu'on a les mêmes tendances à utiliser les deux genres pour être inclusif. Et comme tu as dit, c'est un peu lourd. Mm. C'est très intéressant. Euh, on a commencé à dire récemment qu'il faut reculer vers l'humain. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour toi? Alors, je pense que ce qui s'est passé quand il y a eu le boom de l'IA il y a 2 ans, c'est que tout le monde a cru qu'on allait tout pouvoir faire avec l'IA et que on n'avait plus besoin de travailler, quoi. Tu vois, l'IA va traduire, l'IA va faire la compta, l'IA va faire le ménage. Enfin, il y a eu vraiment cette croyance que on allait tout pouvoir faire. Et puis en fait, on s'est rendu compte que ça avait ses limites. Et maintenant, il y a comme un backlash. Et en fait, je pense que la vérité, elle est quelque part au milieu. Je pense que effectivement, on s'est rendu compte que l'IA ne pouvait pas tout faire, mais on va pas revenir à zéro IA. Jamais. Il n'y a pas de retour à il y a 5 ans. Donc, je pense que maintenant, ce que tout le monde a compris, c'est qu'on pouvait gagner en efficacité si on se servait de l'IA de manière intelligente, si on apprenait à s'en servir, parce que beaucoup de gens ne savent pas s'en servir. Moi, j'ai vu des traducteurs me dire ah, c'est nul, ça marche pas. Et je me dis, mais t'as mis quoi comme prompt? Ah ouais, ben non, ça peut pas marcher en fait. Il faut éduquer les gens à utiliser l'IA. Et pour moi, c'est ça que ça veut dire. Revenir à l'humain, je pense que l'humain, on en aura toujours besoin. Mais il faut aussi pas avoir peur de l'IA. Il faut apprendre à la maîtriser. C'est comme tout. Absolument, absolument. Et en ce moment, il y a même cette résistance au contenu qui est créé avec l'IA uniquement. Il n'y a aucune touche humaine et je pense on peut le sentir, mais en même temps, on ne peut pas ne pas l'utiliser.
parce Mm. qu'on est devenu beaucoup plus efficace, surtout dans des tâches très anodines comme, je sais pas, les emails ou tout ce qui est contenu de marketing, par exemple. Ça me prenait avant, je prenais mon dimanche, un dimanche par mois pour écrire tout mon contenu Ouais. de social media. Et après, ça me prenait encore un dimanche pour programmer tout sur des outils. Maintenant, ça me prend 4 heures maximum. J'ai tout déjà créé, quoique je mets toujours une touche personnelle. Mhm. Et Oui, voilà. mais ça te fait gagner du temps. Oui, et je pense que c'est pareil dans les autres aspects. Et à quoi ressemble selon toi le métier de traducteur dans 5 ou 10 ans? Alors, je pense qu'il va y avoir deux types de traducteurs. Il va y avoir les traducteurs qui sont soit dans des niches vraiment très pointues, et les traducteurs littéraires. Donc, tout ce qui est poésie, tout ce qui est romans, etc. Encore que je pense que sur les romans commerciaux, parfois j'en lis et je me demande s'il n'y a pas... bon, je me dis c'est quand même pas génial. Mais je pense que, voilà, sur tout ce qui est littérature, etc., et poésie, ce genre de choses, il y aura encore des traducteurs. Et après, pour le reste, ce sera plus des traducteurs, ce sera des conseillers linguistiques. Je pense que vraiment, on va évoluer vers ça. Euh, et c'est très bien, en fait. Je crois pas que ce soit une mauvaise chose. Je pense qu'on aura toujours besoin de traduction, puisque on est dans une économie complètement mondialisée, en Europe, en plus, où on a chaque pays a sa propre langue, chacun veut parler sa propre langue, parce que tout le monde parle pas anglais, pas au point de lire l'anglais de manière. Peut-être que ça viendra à les futures générations, mais je suis vraiment pas certaine. Euh, on partage de plus en plus de contenu, on crée de plus en plus de contenu, donc il y a aucune raison qu'on n'ait plus besoin de traduction. Par contre, la traduction va prendre beaucoup moins de temps. Peut-être que la traduction automatique va devenir parfaite. On n'en sait rien. Mais pour qu'elle devienne parfaite, on a besoin de linguistes. Et je pense que c'est là que le métier de traducteur va évoluer, en fait. Pour ceux qui n'auront pas quitté la profession. Et quand tu dis consultant linguiste ou consultant linguistique, qu'est-ce que tu veux dire plus précisément pour ceux qui nous écoutent? Alors, pour moi, par exemple, un client, prenons une grosse boîte française, non, grosse boîte américaine implantée en France, qui a besoin de traduire ses contenus vers le français, donc son site web qui est destiné à ses clients, ses contenus internes qui sont destinés à ses employés, euh, peut-être des conférences pendant lesquelles ils ont besoin de sous-titrage ou d'interprétariat en direct. Euh, en gros, tout ça, ça pourrait être géré par une seule personne, un conseiller linguistique qui leur dit, OK, donc on va tout centraliser, on va choisir les outils qui correspondent le mieux à ce dont vous avez besoin. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est que bien souvent, moi je travaille avec beaucoup d'agences de traduction. Ce qui se passe, c'est que l'agence de traduction, elle a un TMS. C'est le même pour tous les clients. Et en fait, je pense que selon les clients et selon leurs besoins, on devrait pouvoir adapter les outils. Et des outils, il y en a plein. Il y en a plein sur le marché. Et je pense que l'idéal, ce serait un linguiste qui connaît tous ces outils et qui soit capable de dire aux clients, pour vous, on va utiliser cet outil-là. Pour la terminologie, on va l'extraire avec ça. Votre sous-titrage, on va le faire avec ça, etc. Et en fait, que ce soit vraiment du sur-mesure pour chaque client et pour ses besoins à un moment T, parce que les besoins peuvent évoluer, les besoins peuvent être en interprétariat, en traduction, en sous-titrage de vidéos, euh, ça peut être plein de choses différentes. Et en fait, je pense que c'est là vraiment qu'on va, euh, qu'on va pouvoir avoir une valeur ajoutée. Parce que les clients connaissent pas ces outils et n'ont pas le temps, et ça les intéresse probablement pas. Et nous, on sait. Et après, on peut faire le contrôle qualité en utilisant aussi certains outils ou très simplement manuellement en relisant, etc. Parce que c'est notre métier depuis longtemps. Donc je pense que un linguiste qui sait utiliser la tech, il pourra rester dans cette industrie. Si on veut pas utiliser la tech,
il faut faire fleuriste. Et Fleuriste, encore, oui, peut-être c'est que c'est une c'est une bonne option, j'aimerais beaucoup. Ou les deux en même temps. On est aussi efficace qu'on peut être fleuriste en même temps. c'est ça. Très bien. Et Anaïs, je voulais te demander, on a parlé beaucoup de diverses formations, masters, cours, outils. Quel a été ton meilleur investissement professionnel jusqu'ici? Alors, investissement professionnel, pour moi, les conférences de traduction. J'ai été pour la première fois il y a 4 ans. Non, il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Et à BP, donc c'est une conférence qui est organisée une fois par mois avec des professionnels de la traduction. Et ça a changé ma vie en fait. Ça a changé ma carrière parce que on est freelance, on travaille tout seul. Derrière notre ordinateur, on peut avoir des contacts avec des collègues, mais finalement assez peu. Et là, me retrouver pendant 3 jours dans un centre de conférence avec des gens qui parlent du métier, qui nous présentent les outils, d'autres traducteurs, des chercheurs, des gens qui viennent, bon, principalement d'Europe, mais un peu aussi du monde entier. Ça a été vraiment révélateur pour moi. Ça a changé complètement ma façon de travailler. J'ai pris conscience que j'étais pas freelance, mais que j'étais entrepreneur, qu'il fallait que je fasse de la prospection, qu'il fallait que je fasse de la formation continue. Et en fait, c'est en étant au contact d'autres gens du métier que j'ai discuté en fait, tu peux prendre exemple sur tous ces gens. Il y a une émulation vraiment, et puis parler de l'avenir, de la traduction, etc. Ça, pour moi, c'est devenu une quasi-obligation. Une par an minimum. En fait, il y en a deux que j'aime bien. Donc, il y a BP qui est orienté vraiment traducteur et Elia Together qui est collaboration entre traducteurs et agences de traduction. LSP, ça s'appelle Language Service Providers. Et je pense que 1 an sur 2, et après, tu peux aussi suivre en ligne. Mais pour moi, c'est fondamental parce que tu assistes en direct à ce qui se passe vraiment dans ton industrie. Oui, Et tout à fait. c'est fondamental. Ensuite, la formation continue. C'est quand on est freelance, on a tendance à penser que notre chiffre d'affaires, c'est notre salaire. Et ça, c'est pas vrai. Il faut garder une partie du chiffre d'affaires et le réinvestir dans la formation. Parce que, tu vois, la formation à l'IA, oui, j'ai investi de l'argent, mais par rapport au temps que j'ai gagné, mais investissement ROI en un mois, c'était plié, quoi. Tu vois, donc la formation continue, je pense qu'il faut toujours en faire, que ce soit à la tech, à l'écriture inclusive. Là, on m'a proposé une formation au langage clair, qui est apparemment un langage plutôt simplifié pour faire passer les informations de manière assez directe, sans faire de blabla, etc. Ce que je trouve assez intéressant, donc je l'envisage aussi. Je pense que il faut continuer à se former tout le temps. Parce que si on n'était pas freelance, si on travaillait en entreprise, on nous ferait faire des formations. Et comme on est freelance, on est obligé de le faire par nous-mêmes. Comme tu dis, tu vois, la formation au content marketing, il faut le faire. Alors, t'es peut-être pas obligé de te former, mais en tout cas te renseigner, lire là-dessus, traîner sur LinkedIn, parler avec des gens. Et autre chose encore, c'est le networking et la prospection, que j'ai pas fait pendant des années, que je fais depuis 4 ans, et où vraiment ça, c'est voilà, c'est pareil, ça change la vie, quoi. Tout à fait. Et comme ça, tu deviens indispensable. C'est ça. Et il y a un côté humain aussi, tu vois. Oui, Je pense que t'as beau parler sur LinkedIn avec des gens ou envoyer ton CV, ça a beau être le meilleur CV du monde, ça vaut pas 3 minutes de conversation avec quelqu'un. Donc, autant que possible, rencontrer des gens. Faut pas s'y perdre, mais depuis septembre, ben c'est comme ça d'ailleurs que j'ai parlé avec toi. Je me suis dit, ok, une fois par semaine, j'essaye d'avoir une conversation avec quelqu'un du métier avec qui je pense qu'il y a des affinités, dont le travail m'intéresse, et c'est super intéressant. Et ça peut mener à des collaborations ou pas, mais dans tous les cas, j'en retire toujours quelque chose. C'est jamais du temps perdu. oui, tout à fait. Parce que les gens travaillent avec des gens. Ouais, Ils l'ont toujours fait et ils vont le faire encore. Et
surtout pendant cette période où cette touche humaine compte beaucoup et où il y a autant de traducteurs dont les profils sont vraiment similaires. Mm. Et il faut avoir un avantage compétitif, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi ils nous choisiraient, euh, nous, et pourquoi quelqu'un d'autre? Il faut toujours penser comment se positionner sur le marché, Mhm. comment devenir indispensable, mais aussi, oui, je suis totalement d'accord qu'il faut faire des formations, il faut s'intéresser à tout ce qui est nouveau, mais aussi se connecter avec les autres. Parce que comment le Ouais. savoir si on reste derrière notre ordinateur tous les jours? Ouais. C'est très compliqué et c'est assez isolant. Beaucoup de gens se sont sentis plus confortables derrière leurs écrans, mais maintenant on veut vraiment cette connexion humaine et on en a Ouais. besoin. Et dans le business, on sait, le networking, le réseautage et connaître les gens, c'est beaucoup, beaucoup mieux que d'écrire Mhm. des emails. Je voulais te demander un conseil que tu aurais aimé recevoir il y a 10 ans. N'aie pas peur. C'est le mien aussi. En fait, tu sais, moi, je me suis retrouvée freelance un peu par hasard parce qu'on est parti vivre à Singapour avec mon ex et euh, j'ai été très passive. En fait, voilà, non. Le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, c'est ne sois pas passive dans ce métier. Or, j'ai été très passive. Je répondais à des offres sur Prose à l'époque, tu sais, le réseau de traducteurs, etc. Je répondais à des offres, mais en répondant à un email, etc. Mais j'étais pas du tout proactive. Ça a suffi. Mais je me dis, si seulement j'avais été proactive, j'en serais où aujourd'hui? J'aurais bien plus de clients, j'aurais, tu vois. Et ça, j'aurais voulu à l'école qu'on ait ne serait-ce que un atelier de 3 heures pour nous expliquer qu'il fallait pas qu'on soit passif, quoi. J'avais vraiment ce côté, je suis freelance, je suis pas entrepreneur, je suis freelance. Et ça, c'est resté dans ma tête pendant 7 ans. J'ai eu du mal à sortir de ça. Et c'est la première conférence à laquelle j'ai été, je suis sortie de ma zone de confort, vraiment, hein. Et c'est là que j'ai réalisé que les autres traducteurs faisaient de la prospection, faisaient plein de choses. Et je me suis dit, ah ouais, ok, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et ça, si, c'est ça qui m'a manqué d'avoir un peu un modèle ou un mentor ou quelqu'un qui m'aurait dit, voilà, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Et ça, ma carrière aurait été différente. C'est pas grave, je pense que j'ai rattrapé un peu le retard, mais hum, Je pense que c'est un sujet commun à tous les ouais. traducteurs. On en parlait dans un autre podcast avec Joe Lepine qui vit au Canada et qui disait aussi que presque tous les traducteurs sont timides, n'ont pas beaucoup de confiance en soi parce qu'ils pensent, bon, moi je suis un simple traducteur, je peux pas faire plus que ça, je suis pas très fort en marketing ou prospection des clients. Non, mais quand on fait le switch mental comment tu as dit, entrepreneur et pas freelance, je pense que c'est Hum, là hum. que vient le déclic. On a un business, et si on avait un autre business comme Fleuriste, par exemple, comment faisait-on pour avoir des clients, n'est-ce pas? Seulement avoir une petite boutique n'est pas suffisant. Alors c'est un business. Il faut comprendre ça. Et une fois qu'on le comprend, on sort un peu de la zone de confort. Euh, et aussi, c'est très bien de parler aux gens qui ne sont pas dans le même domaine Ouais. pour voir quels sont les défis. Et on va voir que les défis sont les mêmes. Parce qu'on a tous des business et il faut parler de ça et avoir des mentors. C'est très important aussi d'avoir des coachs, pas Ouais. seulement des formateurs, mais avoir des mentors qui sont d'autres domaines. Pas Mhm. seulement du domaine de la traduction, parce qu'ils peuvent nous donner des conseils auxquels on n'a pas pensé. Tout à fait. Et une dernière question, Anaïs. Un message pour les traducteurs qui hésitent à se lancer dans l'intelligence artificielle. Vous n'avez rien à perdre. Franchement, pourquoi pas essayer? Et
tous les logiciels existent en version gratuite. Je pense que, bon, pour moi, c'est quelque chose qui est là pour rester. Ça va pas partir. Donc, je me dis que lutter contre, c'est une perte d'énergie, à mon avis. Maintenant, chacun gère comme il veut, mais je pense vraiment que ça ne coûte rien d'essayer. Mais si vous essayez, faites-le bien. C'est-à-dire, formez-vous et essayez de comprendre comment ça fonctionne vraiment plutôt que d'essayer un logiciel sans savoir comment il fonctionne et de vous dire bah ça marche pas, ça fait pas du tout ce que je veux. Non. Il faut apprendre à s'en servir, il faut apprendre à parler. Euh, Typiquement sur ChatGPT, on met du texte. Pour générer des images, il faut mettre juste des mots-clés, il faut pas faire de phrases. Ça, si tu le sais pas, ça va jamais marcher. Et je l'ai appris dans une formation. J'aurais jamais pu savoir ça. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire et pas seulement dans notre métier. L'IA, moi je m'en sers, je suis pâtissière aussi, je m'en sers pour la pâtisserie, tu vois, pour adapter des recettes. Si des fois j'ai raté une chantilly, je demande à ChatGPT pourquoi ça a raté, il m'explique pourquoi ça a raté et, et j'arrive à la récupérer. Et donc c'est un outil, c'est pas une menace, c'est un outil. Donc, je pense qu'il y a rien à perdre et, et il faut se lancer. C'est un très bon conseil. Vous n'avez rien à perdre. Anaïs, ça a été un vrai plaisir. On a abordé tant de sujets dans notre discussion, pas seulement de l'IA, on a parlé de comment prospecter des clients, de comment est la vie d'un traducteur à l'étranger et du fait qu'on peut travailler de n'importe où dans le monde, qu'on a les mêmes défis avec d'autres entrepreneurs. On a parlé de combien c'est important la formation, le networking. Et je te remercie beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Je suis sûre que pour nos écouteurs francophones, ça va être très, très intéressant. Je vais mettre tous tes liens, ton site web, tes liens social media pour que nos écouteurs puissent te suivre. Voilà, je te remercie beaucoup de ton temps. Merci à toi, Daniela. C'était un plaisir, un honneur. Je suis très contente d'avoir discuté de tous ces sujets avec toi et j'espère que ce sera intéressant pour les auditeurs. Ah, c'est absolument, absolument. Et le plaisir est de mon côté aussi. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner au canal. Oui, on est en train de grandir cette communauté peu à peu. Chaque mois, il y a un invité. Et je vous invite de continuer à me suivre sur toutes les plateformes. Anaïs, merci encore une fois et à bientôt. Merci à toi, Daniela. À bientôt. Hi there! If you listened until the end and you liked this episode, as well as my other content, if it sparked new ideas or curiosity about certain aspects, I would kindly ask you to support me with a small donation in form of a monthly subscription on Patreon. You will get exclusive content to all my episodes, exclusive access to ask questions to my next guests, as well as influencing the themes of the next episodes. See you on Patreon.